Bonjour, heureux de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, la CNIL face au défi de l'intelligence artificielle avec Éric Barbry, associé de Racine, ce sera dans quelques instants. Ensuite, Loïc Dussault, avocat chez Dalverny Avocat, nous parlera de son ouvrage « L'avocat souverain, plaidoyer déontologique pour l'avocat en entreprise ». Enfin, Jérôme Simon, vice-procureur au sein du parquet national financier, nous parlera de la CJIP et du PNF. Voilà pour les titres, c'est tout de suite Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et je suis en compagnie d'Éric Barbry, associé au sein du cabinet Racine, pour parler de la CNIL face au défi de l'intelligence artificielle. Éric, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi la CNIL s'intéresse-t-elle à l'intelligence artificielle ? Eh bien parce que ça fait partie de son périmètre d'activité. En fait, la CNIL, tout le monde le sait, gère tout ce qui est données à caractère personnel. Et dans le monde de l'IA, en fait, on va se retrouver avec deux types d'IA. Les IA qu'on va appeler, qui ne génèrent pas, ou en tous les cas, des données à caractère personnel, ou qui ne traitent pas de données à caractère personnel, mais qui vont quand même générer des traces des utilisateurs. Aujourd'hui, je sais pas moi ce que fait, et peut-être que vous non plus, ce que fait OpenIA de nos données de connexion. Après, vous avez des IA un peu plus violentes en termes de données personnelles qui vont traiter de la donnée personnelle. Moi, j'ai travaillé sur des IA génératives qui travaillaient sur la voix, par exemple, qui est un attribut de la personnalité. Donc, selon l'IA, la CNIL va effectivement avoir intérêt à regarder ce qui se passe et à réguler s'il y a besoin de réguler. Vous avez parlé des données personnelles. Est-ce que ça veut dire que le RGPD s'applique aux intelligences artificielles ? Alors clairement, le RGPD s'applique aux intelligences artificielles. D'ailleurs, vous posez une bonne question parce que souvent les gens disent il y a pas encore de régulation sur l'IA. Il faut attendre le règlement IA. En fait, il y a déjà de la régulation sur l'IA. L'IA, c'est un produit comme un autre et parmi les éléments de régulation de l'IA, il y a évidemment les données à caractère personnel et donc forcément le RGPD. Alors pourquoi la CNIL estime nécessaire de réaliser une analyse d'impact ? Alors, elle estime pas nécessaire de réaliser une analyse d'impact tout le temps. Ce que la CNIL a dit déjà, c'est j'ai élaboré, moi CNIL, j'ai élaboré 14 traitements pour lesquels une analyse d'impact est obligatoire. Et dans les traitements où l'analyse d'impact est obligatoire, il y a effectivement quelques traitements qui sont liés à l'IA. Par exemple, l'IA et le recrutement. Elle dit IA et recrutement, attention, analyse d'impact. Après, il y a les 9 critères du CEPD qui font que la nouveauté, l'innovation fait partie des critères. Donc c'est vrai que quand on est sur l'IA, on est un peu dans l'innovation. Mais là aussi, la CNIL a dit attention, c'est pas parce que c'est de l'IA que c'est toujours quelque chose d'innovant. Donc on va voir ce qui doit effectivement faire l'objet d'une analyse d'impact. C'est pas obligatoire, c'est pas tout le temps. Par contre, dans le projet de règlement IA, en tous les cas dans la version avant qu'elle soit validée par le trilogue, il y avait aussi quelque chose sur ce qu'on appelait les IA à risque. Et pour les IA à risque, effectivement, il y a l'obligation, ou il y aura l'obligation de faire une analyse d'impact. Pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres recommandations ou points de vigilance de la CNIL sur l'IA ? Oui, alors la CNIL a élaboré en octobre plusieurs fiches pratiques sur l'IA. Elle a aussi mis en place un questionnaire d'auto-évaluation sur son niveau de conformité par rapport à la réglementation en matière d'IA. Donc je pense que il faut suivre un peu l'actualité CNILesque, si je me permets de l'expression, pour voir effectivement ce que la CNIL va publier et proposer comme nouvelles recommandations. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et je suis en compagnie de Loïc Dussault, avocat chez Dalverny Avocat, avec qui on va parler de son ouvrage « L'avocat souverain, plaidoyer déontologique pour l'avocat en entreprise », publié aux éditions Edicence. Loïc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi cet ouvrage consacré à l'avocat en entreprise, vibrant plaidoyer pour ce statut ? C'est un plaidoyer déontologique pour l'avocat en entreprise. C'est pour replacer la déontologie au cœur du débat, parce que dans son rapport en 2020, Dominique Perben avait souligné qu'avant de passer à cette réforme d'étape, il fallait absolument régler les objections déontologiques. Et c'est vrai que j'en avais marre d'entendre tel président de la conférence des bâtonniers ou devenu président du CNB dire tout simplement, sans argument, je ne vois pas comment on peut être salarié et indépendant.
Ça veut dire que la déontologie des juristes d'entreprise est compatible avec celle des avocats? Ah ben, elle est parfaitement compatible. C'est ce que j'essaye de démontrer dans mon ouvrage, en fait. Parce que la déontologie, il faut la voir dans son ensemble. L'indépendance, le secret professionnel, les conflits d'intérêts, qui sont les trois grandes matrices, sont interdépendantes et doivent être étudiées ensemble et comparées à ce qui se passe en entreprise. Et c'est ce que je démontre dans mon ouvrage, une compatibilité parfaite, avec quelques ajustements évidemment, mais comme ça se passe dans la plupart des pays occidentaux. Alors aujourd'hui, une proposition de loi reprend le principe de confidentialité des avis des juristes d'entreprise, cette disposition qui était contenue dans la loi justice qui a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Pour vous, on va aboutir à ce privilège de confidentialité? En tout cas, je l'espère pour nos amis juristes d'entreprise, parce que je comprends qu'ils en aient marre d'être les vilains petits canards des directions juridiques dans une économie mondialisée. Donc ils ont besoin de confidentialité ou même de secret professionnel. Donc ça devrait aboutir d'une manière ou d'une autre, mais ça n'est qu'une réforme d'étape. Parce que ma thèse, mais c'était aussi celle du CNB il y a quelques années, c'est que cette confidentialité, c'est une fausse bonne solution. Et que, au contraire, il faudrait passer à un véritable statut. C'est d'ailleurs ce que dit l'Union syndicale des magistrats dans ses objections devant le Conseil constitutionnel, en disant la confidentialité ne peut pas être donnée à une profession dont l'indépendance n'est pas statutairement garantie. Et elle ne peut pas non plus être donnée à une profession dont la déontologie n'est pas contrôlée et sanctionnée en cas d'infraction. Alors, comment convaincre la profession? On sait qu'il y a une opposition Paris-Province, barreau d'affaires, barreau judiciaire. Alors, comment arriver à ce statut et convaincre les avocats? Et il y a deux solutions. Soit la réforme va jusqu'au bout, la réforme du legal privilege va jusqu'au bout, et là, nécessairement, il faudra la création d'un institut des juristes d'entreprise, comme en Belgique ou même en Hongrie, vous voyez. Et là, la profession d'avocat va se réveiller. Soit on prend le taureau par les cornes, la nouvelle configuration, entre autres, du CNB, avec une présidente parisienne, on sait que le barreau de Paris est favorable à la réforme, reprend le dialogue avec les organisations de juristes d'entreprise et essaye de parvenir à une solution qui serait bonne pour les entreprises et pour l'avocature. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau pour présenter votre ouvrage. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside, on va parler du PNF et de la mise en œuvre de la CJIP avec mon invité Jérôme Simon, premier vice-procureur au sein du Parquet national financier. Jérôme Simon, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les missions du Parquet national financier ? Alors, le Parquet national financier, c'est un parquet spécialisé à compétence nationale qui œuvre de ce qu'on appelle la lutte contre la grande délinquance économique et financière, autrement dit la délinquance en col blanc. C'est une institution qui fête là bientôt ses 10 ans d'existence, depuis la loi du 6 décembre 2013, mais qui n'a été installée en réalité que début 2014. Donc c'est une vingtaine de magistrats qui dirigent donc des enquêtes et lancent le cas échéant des poursuites dans des affaires soit de corruption, soit de fraude fiscale aggravée, soit d'entente illicite ou encore d'abus de marché. Alors évoquons maintenant la CJIP qui a été introduite par la loi Sapin 2. Quelle est sa finalité ? Alors, ce qui est intéressant avec la CJIP, c'est que c'est un instrument, au même titre que la création du PNF était une création assez originale par rapport à l'organisation juridictionnelle de l'époque. La création de la CJIP en 2016 est assez originale par rapport à la façon dont on lançait les poursuites en matière pénale jusqu'alors, où la justice négociée, transactionnelle, avait finalement assez peu de place, en tout cas en matière économique et financière. Donc la CJIP, c'est un instrument transactionnel qui permet, lorsque il n'y a pas de contestation majeure sur l'existence des faits par l'opérateur économique mis en cause, eh bien, d'entrer dans des discussions dans la perspective d'un règlement négocié, donc d'une discussion d'un accord sur le montant, notamment d'une amende de transaction. Alors, venons maintenant sur les lignes directrices
en matière de CEGIP qui date de janvier 2023. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, alors très rapidement, c'est un document assez technique que nous avons élaboré, plusieurs dizaines de pages, qui répond à une attente forte qui était exprimée à la fois des opérateurs économiques susceptibles de rentrer dans des pourparlers, des négociations en matière de CEGIP, mais également par la société civile, par les praticiens, pour mieux comprendre dans quelles conditions le PNF se déterminait à proposer ce type de transaction et comment, le cas échéant, les discussions s'organisaient et, le cas échéant, l'amende était calculée. Donc c'est un outil, je dirais, de transparence sur notre action, c'est un outil pédagogique, c'est ce qu'on appelle généralement du droit mou, c'est-à-dire c'est de la soft law, ce sont nos bonnes pratiques, nous n'écrivons pas la loi, nous expliquons comment nous travaillons pour donner une forme de prévisibilité et de transparence à nos différents partenaires, quels qu'ils soient. Pour finir, quel bilan faites-vous de la CEGIP ? Je crois un bilan à titre personnel plutôt positif, évidemment, mais si je m'en réfère aux observateurs extérieurs au PNF et à l'autorité judiciaire, notamment le groupe anticorruption de l'OCDE, pour ne citer que celui-ci, le bilan est plutôt positif. Il faut voir que, notamment dans le domaine de la corruption, jusqu'à la création de la CEGIP et du PNF, il n'y avait pas de condamnation ou peu de condamnation de personnes physiques ou personnes morales du chef de corruption, notamment de corruption internationale. Et l'instrument de la CEGIP a permis de monter en puissance sur ces CEGIP et de négocier des transactions qui peuvent aller sur des montants relativement importants. De grandes CEGIP, pour donner 2 exemples en matière de corruption internationale, ont été négociées par le PNF. Une CEGIP avec une banque française pour un montant d'un peu plus de 250 millions d'euros et une CEGIP avec un opérateur spécialisé dans la production et la vente d'avions commerciaux pour un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc ce sont des montants qui ne sont pas négligeables et je crois qu'ils permettent de faire passer le message selon lequel le PNF est bien présent dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière. On va conclure là-dessus. Merci Jérôme Simon d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de L'Ex Inside.